La Kirghizie, petite république nichée au cœur de l'Asie centrale. Les Kirghizes vivent en majorité de la terre et du bétail. Ils sont près de 4 millions et possèdent presque autant de chevaux. Au printemps, après un long et rude hiver, les paysans quittent les vallées et leurs villages pour monter avec chevaux et troupeaux à plus de 3000 mètres d'altitude. Pour cette transhumance, qui durera 3 mois, Gulshat, 13 ans, Arzimat, 11 ans, accompagnent leur père, Eznali. La légende raconte que le peuple kirghize doit sa survie aux chevaux. À l'époque, leurs ancêtres nomades vivaient sur les rives d'un fleuve de Sibérie. Un jour, alors qu'ils célébraient les funérailles de leur chef, ils furent attaqués par une tribu rivale. Seule une jeune fille et un garçon échappèrent au massacre. Ils s'enfuirent à cheval, se nourrissant de lait de jument. Au bout de 3 ans et 3 jours de chevauchée, ils arrivèrent dans ces contrées de haute montagne. Ils s'y installèrent, élevèrent des chevaux et eurent de nombreux descendants. Partis à cheval dès l'aube pour cette première journée de transhumance, Eznali et ses enfants retrouvent le reste de la famille montée en camion avec tout le nécessaire pour passer l'été. Arzimat est le plus jeune des 10 enfants d'Eznali, mais aussi le plus féru de chevaux. Je viens ici avec toute la famille et tous les enfants. On y passe tout l'été. Ici en hiver, il fait moins 40. Impossible de rester. Alors nous descendons nous abriter dans nos murs. Mais dès que le temps se réchauffe et que la neige fond, on quitte nos maisons et on monte installer les yourtes. Pour construire la yourte, on commence toujours par les bois. Il y a des règles très précises à respecter. Ce sont des traditions qui viennent de nos ancêtres nomades et qui sont transmises de père en fils. La yourte, c'est vraiment pratique. On la monte et on la démonte très facilement. Comme ça, tu peux partir quand tu veux. Le campement d'été, le Jailou, est un temps privilégié pour les Kirghizes. Ils y retrouvent leur mode de vie ancestral. Arzimat veut devenir comme son père, Chaban, berger kirghize. Ces 3 mois de vacances au Jailou lui permettront d'apprendre à vivre comme un vrai Chaban. Son père a mis Arzimat en selle dès sa 2e année. En ce début d'été, c'est au tour de l'un des 5 petits-enfants d'Eznali de faire son apprentissage de cavalier. Bougou vient d'avoir 3 ans. Monte ta cravache. Allez, viens, courageux. Mon petit-fils est un vrai cavalier, un vrai djigit. La famille possède une centaine de moutons, chèvres et vaches, mais surtout 30 chevaux, dont une douzaine de juments essentiels pour leur lait. La mère d'Arzimat doit les traire 5 à 6 fois par jour
Pour cela, elle doit d'abord faire téter un poulain afin que le lait monte. Les Kirghizes sont friands de lait frais de jument. La plus grande partie est mise en fermentation dans une outre en peau de chèvre fumée. Battre le lait n'est pas l'aspect du métier de tchaban qui plaise le plus à Arzimat. Mais cette corvée est indispensable afin que le lait fermente. Au bout d'une demi-heure, il devient koumis, la boisson traditionnelle. Les adultes comme les enfants en boivent plusieurs bols par jour. Pour eux, le koumis est le meilleur des remèdes. Il soigne les reins, l'estomac, le foie. Alors Arzimat, tu vas participer au jeu? Tu te sens prêt? Arzimat, pour devenir un bon tchaban, prends exemple sur ton grand frère. Enfin, pas pour tout. Dans quelques jours, la famille célébrera la circoncision de Bougou, le dernier-né de la famille. Des jeux équestres seront organisés auxquels participeront, pour la première fois de leur vie, Arzimat et Gulchat. Les vacances au Jailou ne sont pas de tout repos. Il y a toujours du travail. Mais comme tout se fait à cheval, cela plaît à Gulchat. Je monte à cheval depuis mon enfance. C'est mon père qui m'a appris. Je dialogue avec le cheval. Je comprends son langage et lui me comprend. Si on n'aime pas un cheval, il peut vous haïr. Sinon, il vous respecte. C'est mon ami le plus proche. Avec lui, je vais là où je veux. Plus tard, j'aimerais étudier l'économie et voyager dans les grands pays. Mais après mon travail, je reviendrai toujours passer mes vacances au Jailou avec mes chevaux. Pour Arzimat, un bon tchaban doit savoir parfaitement monter à cheval, car il doit pouvoir survivre isolé en pleine montagne avec toute la famille. Aller chercher de l'eau plusieurs fois par jour, couper du bois pour le feu, surveiller le bétail qui broute en liberté, ramener le troupeau de moutons chaque soir au campement pour le protéger des loups qui sont encore nombreux dans la région. Pour toutes ces tâches, le cheval est le compagnon indispensable. Bougou est heureux. Pour la première fois, seul en selle, il va chercher les moutons avec son grand-père Gulchat et Arzimat. Pour Eznali, c'est un immense plaisir d'être ainsi avec ses enfants, car pendant sa propre enfance, il ne pouvait pas accompagner son père au Jailou. La Kirghizie était alors une république soviétique et les paysans devaient vivre en ferme collective, les kolkhozes. À l'époque de l'Union soviétique, un seul homme décidait pour tous. C'est lui qui dirigeait.
Actuellement, on nous a donné la liberté. Chacun fait ce qu'il veut. Tout dépend de lui-même. C'est bien. Par contre, avant, c'était l'État qui prenait en charge l'éducation, qui logeait les étudiants. Maintenant, tout devient privé. Ceux qui ont les moyens peuvent faire des études, mais ceux qui n'ont rien ne peuvent même pas habiller leurs enfants pour l'école. À la chute du communisme, en 1990, la Kirghizie devint indépendante. Les kolkhozes furent démantelés et les paysans se partagèrent les biens. Esnali reçut ainsi quelques têtes de bétail. Aujourd'hui, il est fier d'avoir su multiplier son cheptel, mais surtout ses chevaux. Les 75 années de régime soviétique n'ont pas réussi à séparer les Kirghizes de leurs chevaux. Depuis longtemps, les Kirghizes sont liés à leur bétail. Et tout ce qu'ils font, ils le font à cheval. Nous, on ne peut pas vivre sans cheval. Nous le respectons et nous l'aimons. Ceux qui n'ont pas de cheval en veulent, et ils doivent en acheter un. Qui n'a pas de cheval n'a pas de pied, dit un proverbe kirghize. Pourtant, dans ce pays, un cheval vaut une véritable fortune. Petits et agiles dans les sentiers étroits des montagnes, les chevaux kirghizes sont le résultat de multiples croisements. Un peu à l'image de leurs cavaliers qui, vivant sur les routes de la soie, ont connu dans leur histoire l'influence des Mongols, Tatars, Turkmènes et Russes. Et toi, grand-mère, tu montais à cheval? Bien sûr, à pied on va pas très loin, tandis qu'à cheval. Mais maintenant j'ai mal au dos, alors je peux plus monter. Quand j'étais jeune, j'ai aussi appris à battre la laine et à fabriquer le feutrage pour recouvrir la yourte. Si j'apprends pas ça aux jeunes, qui va leur apprendre? En Kirghizie, le feutrage se fait aussi à cheval. La laine de mouton est d'abord coupée, ébouillantée, roulée dans de la paille. Puis c'est le cheval qui achève le travail pour que la laine durcisse et devienne feutre. Pour Arzimat, le grand jour est arrivé, le jour de la circoncision de Bougou,
mais surtout le jour des Jeux équestres. Pour l'occasion, la famille a invité amis et voisins. Nous pratiquons la circoncision des petits garçons dans leur 3e année. C'est une coutume de nos ancêtres. Nous le faisons par respect de la religion musulmane. Les invités sont bien entendu tous venus à cheval des campements alentours. Ils offrent des cadeaux à la famille. Arzimat reçoit un nouveau chapeau, Esnali un costume. En guise de remerciement, il le porte à son front et comme le veut la tradition, il distribue à tous du comice. Les invités les plus âgés et respectés sont conviés dans la yourte pour la circoncision de Bougou. Esnali sait que le meilleur moyen de consoler Bougou est de le mettre sur un cheval. Après le plat de fête, le biche barmak, ce qui signifie manger avec les 5 doigts de la main, c'est enfin le moment des Jeux. Nombreuses et variées dans ces régions d'Asie centrale, ces curieuses joutes équestres remontent à la nuit des temps. Le principe de l'Odarich, la lutte kirghize, est de désarçonner son adversaire à la seule force de ses bras. Après ce combat, qui a vu la victoire de l'un de ses frères, c'est au tour d'Arzimat de défendre les couleurs de la famille.
Match nul. Arzimat est plutôt déçu. Il aurait tant aimé gagner son premier combat. Gulshat, de son côté, participe pour la première fois au Kiskumai, une course dans laquelle les garçons galopent après les jeunes filles à fiancer. Gulshat ne tenant pas à se fiancer de suite, aucun cavalier n'a pu la rattraper, ni même la suivre. Une victoire appréciée par toutes les femmes. C'est enfin le moment tant attendu de la fête, le coq-part, l'attrape-chèvre, le sport favori des Kirghizes. Il s'appelait autrefois le loup gris. Même si la nuit les loups hantent encore les abords des djaïlous, le jeu se pratique aujourd'hui avec une chèvre fraîchement décapitée. Deux équipes de 4 cavaliers se disputent les 20 kilos de l'animal. Le terrain de jeu n'a pas de limite. Et déclarée vainqueur, l'équipe qui jette la chèvre sur une peau étendue au sol. Pour le reste, tous les coups sont permis. L'équipe victorieuse emporte la chèvre, la perspective d'un nouveau repas de fête copieusement arrosé de koumis et vodka. La fin de l'été approche. Dans la vallée, c'est le temps des moissons. Les frères aînés d'Arzimat entreposent dans la ferme familiale le fourrage pour le long et rude hiver à venir. Pour Arzimat et Gulshat, c'est la fin des grandes chevauchées dans les montagnes. C'est ça la lutte, mon fils. Il faut tenir les chevaux comme ça, par la crinière, et tenir fermement les rênes. Avec les pieds, tu repousses le cheval de l'adversaire. Septembre. Arzimat et Gulshat vont quitter le djaïlou pour retourner au collège. Un peu déçu de son match nul, Arzimat met à profit ses derniers jours de vacances pour demander à son père de lui donner encore quelques conseils. Car tout bon Chaban doit être aussi un vaillant lutteur kirghize.
Au nord-est du Pakistan s'étend le Karakoram. Kara signifie noir et Koram rocher. Le paysage n'est fait que d'une masse infinie de rochers enchevêtrés, de pics de glace se dressant les uns au-dessus des autres, et une profusion égale de ravins au fond desquels des torrents écument et broient tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. À 2 pas de la frontière afghane, à 3000 mètres d'altitude dans la vallée de Champursan, on pratique l'ancêtre des jeux équestres d'équipe comme au premier jour de sa création, il y a 2600 ans. Haider, un cultivateur wari du village de Zoudkon, a décidé d'initier ses 2 fils, Nawaz et Hassan, à la pratique du polo. Nawaz a 13 ans et Hassan 16 ans. C'est devant toute la famille réunie que Haider annonce l'initiation de ses 2 fils. Nous revenons de chez nos cousins afghans où nous avons troqué des yaks contre 2 chevaux. Pendant que nous étions là-bas, nous avons participé à un match de boscachi et des enfants y participaient. Je me suis dit que j'allais apprendre le polo à Nawaz et à Hassan. Donc, nous allons organiser un grand match de polo avec les 2 enfants. Tu es d'accord, Nawaz? Oui, bien sûr. J'ai vraiment envie de faire gagner mon équipe. Moi, je vais marquer des buts. Tu veux devenir un champion comme ton papa? Dans un premier temps, Haider et son cousin Safraz entraînent Nawaz et Hassan à la recherche du bois de rose, sorte d'aubépine géante des montagnes, utilisée depuis toujours pour confectionner les maillets qui servent à la pratique du polo. Au pied d'un glacier, ils repèrent une petite oasis de verdure. Le petit groupe met pied à terre pour étudier les tiges. Les plus intéressantes doivent être longues et épaisses. Avec les moyens du bord, Haider coupe délicatement les tiges choisies. Nawaz, tout comme son frère Hassan, suivent attentivement les opérations. La première étape consiste à enlever la protection d'épines. Il faudra ensuite les travailler et leur donner la forme la plus droite possible, tant que la tige est verte. Si elle te semble tordue, tu dois essayer de la redresser, comme ça.
Devant la maison familiale, le grand-père, Salamat Shah, joue de la rubab, un instrument à cordes couramment utilisé dans les régions nord du Pakistan. Il entonne un chant wari qui parle d'amour. Les paroles disent qu'il y a 45 ans, alors qu'il passait à cheval, il a aperçu celle qui devait devenir sa femme. Pendant ce temps, Haider fixe le stick de Nawaz. Il fixe le marteau au bout du bâton de bois de rose qu'ils ont choisi ensemble. Ainsi, Nawaz reçoit son premier maillet de polo. Salamat Shah se souvient de son premier match et du nombre de balles qu'il a pu frapper au cours de sa longue carrière de joueur de polo. À l'école mixte de Zudkon, la leçon du jour porte sur le cheval, ses origines et son utilisation. Dans l'école du village, l'enseignement se pratique en 3 langues, l'anglais, l'ourdou et le wari. Quand on les interroge, les enfants répondent que le cheval vient du Pamir et que le polo est né en Iran. En réalité, les chevaux que l'on utilise dans la vallée proviennent tous d'Afghanistan. Ils s'apparentent à la famille des Akalteke. Le polo, lui, est apparu vers le VIe siècle avant notre ère chez les peuples cavaliers d'Asie mineure et a été repris par les Perses. Les Perses l'ont élevé au rang de sport de compétition où de véritables armées miniatures s'affrontaient. Ce sport a été dès sa naissance considéré comme un art noble, celui des meilleurs guerriers. Ainsi reconnu, il traverse alors les pays et est adopté dans l'Empire byzantin, en Inde, en Chine, au Tibet, au Japon, en Arabie et même en Égypte pour devenir le sport des nantis. Après la fin des classes, l'activité favorite des enfants est le stick polo. Difficile de trouver dans la vallée un terrain plat et étendu. Les seuls espaces disponibles sont toujours en pente et couverts de cailloux. Au nord Pakistan, on joue au polo entre octobre et décembre et entre mai et juin. Le jeu est impossible en hiver car les terres sont couvertes de neige et de boue. Tandis qu'en été, les chevaux sont conduits dans les pâturages et donc indisponibles. La balle en bois est dure, mais heureusement pas autant que la tête des joueurs en herbe. Le stick polo est un exercice relativement facile, mais lorsqu'il faut le combiner à la pratique du cheval, les choses deviennent bien plus compliquées et demandent beaucoup de pratique. Haider et Safraz viennent chercher Nawaz et Hassan pour un entraînement à cheval sur l'unique terrain de polo du village.
Tous les villages de la vallée possèdent leur propre terrain de polo, recouvert bien sûr de nombreux cailloux qu'il faut dégager avant chaque entraînement. Haider explique à Nawaz le maniement du maillet. Il faut l'avoir bien en main, réfléchir à son placement, positionner le marteau perpendiculairement au terrain pour mieux frapper la balle. Il ne faut pas avoir peur d'être agressif sur la balle et ne pas hésiter à repousser le joueur adverse, et tout cela à cheval. Puis Nawaz et Hassan, coachés par leur père, passent à la phase suivante. Il leur faut maintenant apprendre à maîtriser leur monture. Haider leur explique qu'il faut à la fois penser à diriger le cheval, pouvoir le lancer au galop, le stopper net, tenir d'une main le maillet, se placer du bon côté de la balle pour tenter de la frapper au sol. Trop de choses en même temps lorsqu'on est encore un jeune cavalier. Le polo est un sport complet qui impose une relation exceptionnelle entre l'homme et l'animal. Sous le regard des enfants, l'entraînement des grands peut commencer. Le terrain est étroit, le sol inégal et les balles perdues fréquentes. Durant toute l'heure d'entraînement, ni les cavaliers, ni les chevaux ne vont essayer de se dérober à la violence du jeu. Fidèle à la coutume ancestrale, le jeu ne respecte qu'un minimum de règles. Tout cavalier peut à sa guise renverser l'autre, traverser la trajectoire d'un adversaire ou de la balle. Il ne faut pas hésiter à user de sa force et de son adresse. Ici, on ne change pas de monture à chaque mi-temps, et pour cause, on n'en a pas d'autre. Alors les chevaux doivent être d'autant plus robustes qu'ils finiront le match complètement épuisés. Pour Nawaz et Hassan, l'heure est venue de sceller les chevaux et de rejoindre l'alpage où va se jouer leur premier match. En chemin, Safraz, Haider et ses deux fils s'arrêtent à la sortie du village pour assister à la séance traditionnelle de chamanisme. Chaque événement important doit recevoir la bénédiction du chaman. Cette expression animiste au sein de la religion ismaélienne, répandue dans toute cette région, semble avoir toujours existé. Tout le village se retrouve dans la cour de la maison du chaman.
Sous l'effet combiné du rythme obsédant de la musique et de sa propre concentration, l'homme entre lentement en état de transe. Le public applaudit, crie, chante, encourage à sa façon le chaman dans son voyage intérieur. Tous attendent le verdict de l'homme médecine. En effet, ces prédictions sont importantes et régissent en partie les décisions à prendre au sein de la communauté. Soudain, l'homme se fige, la tête plongée dans les émanations de fumée de tuya. Il fait arrêter la musique et annonce d'une voix perçante. Vous tous, ici, devez suivre les consignes de l'Azir Imam, notre chef spirituel. Et alors la prospérité arrivera dans la vallée. Ceux qui vont participer au futur tournoi de polo devront faire une offrande au saint Babarundi pour protéger les joueurs et leurs chevaux. Ces deux enfants doivent perpétuer la tradition de nos ancêtres. S'ils jouent au polo, ils connaîtront le succès. Mais ils ne doivent pas négliger leur éducation pour autant. Le chemin qui mène à l'alpage situé à 3500 mètres d'altitude emprunte l'ancienne route de la soie. Canyons escarpés, ponts suspendus, pics glacés. Le Karakoram est l'expression la plus significative d'une nature sauvage et sublime, inspirant chez tous les cavaliers voyageurs à la fois le ravissement et la crainte. Face au temple dédié au saint Babarundi, les joueurs se sont réunis pour prier ensemble. Selon la légende, Babarundi aurait terrassé le dragon caché au fond d'un lac aujourd'hui asséché et qui s'est transformé pour l'occasion en terrain de polo. Suivant les recommandations du chaman, une chèvre est symboliquement amenée en offrande. Les cavaliers demandent protection à Allah pour eux et leur monture. Cette région est le dernier endroit au monde où les joueurs s'adonnent à la pratique du polo dit sauvage, c'est-à-dire sans règles précises, sans protection, ni pour les hommes, ni pour les chevaux. Le moment tant attendu par Nawaz et Hassan est enfin arrivé. Haider donne ses derniers conseils. Pendant le match, soyez prudents. Pensez à bien rester en sécurité sur votre cheval. Si vous sentez quelqu'un vous pousser, cramponnez-vous. Vous devez penser à ce qu'on vous a appris. C'est le roi des jeux, mais il y a du danger. Allez, en selle maintenant. Kayu gak
Les deux équipes se placent au centre du terrain. L'engagement a lieu et le premier coup de maillet sur la balle donne la direction du jeu aux chevaux et aux cavaliers. Les chevaux de 1,50 m à 1,65 m au garrot sont capables de grandes pointes de vitesse, de démarrages fulgurants et de virages courts. Ils sont à la fois courageux pour affronter la violence des contacts et suffisamment dociles pour accepter les acrobaties de leurs cavaliers. Face au cavalier expérimenté, Nawaz semble dépassé. Hassan, quant à lui, est beaucoup plus présent. Il donne déjà les premiers signes d'un joueur de polo émérite. C'est la mi-temps. Les enfants, j'espère que vous appréciez. Vous avez bien joué, faites attention de ne pas vous refroidir. Je vais gagner le match. Ah oui? Alors attention, je ne vais pas te faire de cadeau, je vais te pousser. Pour cette deuxième mi-temps, tu dois encore plus t'impliquer, mais c'est déjà très bien. Pour donner une chance à Hassan de marquer son premier but, un joueur de son équipe récupère la balle au sol et la lui passe. Selon la règle, le garçon n'a plus qu'à chevaucher très vite sans la lâcher et passer entre les poteaux. Mais à la frontière avec l'Afghanistan, aucun match de polo ne peut se conclure sans un boscachi traditionnel. Ce jeu consiste à déposer une chèvre décapitée dans un cercle marqué au sol pour clore une joute souvent très violente. Aujourd'hui, Hassan est heureux et fier d'avoir marqué son premier but. Nawaz, lui, est un peu déçu. Il lui faudra encore une bonne année de pratique pour égaler son frère au prochain tournoi.